Le 15 mai 1975, Yvette quitte sa petite maison du village breton de Plogoff pour aller faire ses courses. Mais contrairement à d'habitude, Yvette est inquiète, quelque chose ne va pas. Arrivée à hauteur du bistrot du village, qui s'appelle Chez Céline, Yvette croise Marie, qui habite quelques rues plus loin. Une courte discussion de voisinage s'engage, mais très vite, Yvette lâche ce qu'elle a sur le cœur. « Marie, tu sais, l'usine qui paraît qu'il faut mettre à Fountainhoud avant la pointe du Raz, tu sais ce que c'est, toi ? Une usine ? Oh, pourquoi veux-tu ? Si quelque chose doit se faire ici, on sera les premiers au courant, tu crois pas ? » Et même si Marie se veut rassurante, Yvette n'a pas tort de s'inquiéter. Parce que quelques mois plus tôt, à plus de 600 km de là, le Premier ministre Pierre Messmer s'apprête à donner une grande interview télévisée. Il veut faire une grande annonce qui fera l'effet d'une bombe. Et nous avons pris aujourd'hui même une décision très importante. Nous avons pris la décision de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires. Et l'un des emplacements retenus pour la construction d'une nouvelle centrale nucléaire se trouve justement chez Yvette, à Plogoff. C'est l'une des histoires les plus incroyables dans la mémoire des luttes contre des grands projets. La bataille contre la centrale nucléaire de Plogoff. En avant ! Une bataille sans relâche, à certains égards exemplaire et devenue presque légendaire. Personnellement, j'avais déjà entendu ce nom un peu étrange, Plogoff, et j'avais compris qu'il s'était passé quelque chose de fou là-bas, mais j'ai jamais pris le temps de vraiment savoir quoi. Mais ces dernières semaines, j'ai pris le temps de vraiment me pencher sur l'histoire de Plogoff, et j'ai pas été déçu. J'ai très envie de vous raconter ce que j'ai découvert. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de parler du fond, pour ou contre le nucléaire, c'est de raconter cette lutte, de voir quelles stratégies ont été utilisées contre cette centrale, et de voir ce qui pourrait peut-être aussi être réplicable ou non aujourd'hui. Allez, on retourne en Bretagne et on reprend l'histoire là où on s'était arrêté. Dans un premier temps, 4 sites d'implantation potentiels sont retenus pour la centrale: Saint-Viaud, Erdevenne, Béganfry et Plogoff. Mais les 3 premiers sites sont peu à peu écartés et le choix se resserre sur Plogoff. C'est un danger pour nous. Un de ces jours, on n'est plus maître chez nous. On va prendre tous nos terrains là ou n'importe quoi. Et vous allez voir que les gens de Plogoff ne sont pas chauds du tout. Ne sont pas chauds, en fait. Comment ? Ne sont pas chauds du tout pour l'implantation de cette centrale. Et pour cause, les décisions descendantes de l'État français en Bretagne ne sont parfois déjà pas très populaires, alors si en plus l'État commence à prendre les terres des Bretons, ça risque de mal se passer. Mais a priori, si les gens de Plogoff ne veulent pas de la centrale, elle devrait pas se faire, parce que le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, avait déclaré juste un an plus tôt, en avril 1974, les centrales nucléaires ne seront pas imposées aux populations qui les refusent. Sauf que, bon, la confiance règne pas vraiment. Alors, on n'est plus libre de nous-mêmes. Hein. On est en dictature en ce moment-ci. Une dictature, comme vous y allez. Les habitantes et les habitants de Plogoff, qu'on appelle les plogophistes, s'organisent. Première étape, ils lancent des réunions d'information. Le comité local d'information nucléaire se crée et sa branche de Landerneau commence la publication d'un journal qui s'appelle Nucléel. Mais ces petits groupes restent d'abord assez confidentiels. Il faut trouver des arguments pour convaincre d'autres groupes de personnes de rejoindre la lutte. Et un argument va faire mouche, comme le raconte Henri Peusia, qui était là à l'époque. Les paysans ont commencé à se mobiliser quand on leur a projeté la situation des lignes à haute tension qui devaient partir de la centrale atomique. On a vu le tracé avec EDF. On savait où c'est que ça allait passer, surtout sur le nord du Cap Sizun, quoi. Là, ça a commencé à poser des problèmes puisque on s'est dit, c'est les grosses lignes à haute tension qui vont passer dans mes champs. Moi, je suis pas trop d'accord. On a donc déjà 2 groupes anticentrales qui se retrouvent et qui s'informent. Mais EDF veut absolument construire la centrale et ils vont lancer une véritable opération de séduction. Et nous, paysans, la Chambre d'agriculture nous avait organisé un voyage avec EDF. On a été 2 quarts à se déplacer à Saint-Laurent-des-Eaux et Chinon. On nous a hébergés dans un nouveau hôtel, on était très bien d'ailleurs, on a bien mangé, bien bu. On nous a mis dans un amphithéâtre là-bas pour nous expliquer ce qui allait nous arriver. Et ouais, ils ont tout fait pour les mettre bien. Et vous verrez dans la suite de l'histoire que certains se sont certainement fait séduire à ce moment-là. Mais EDF n'avait pas tout prévu et à ce moment-là, un événement inattendu survient. Le plan Polmar, qui est dans le domaine maritime l'équivalent du plan de secours Orsec,
est déclenché depuis la nuit dernière pour tenter d'enrayer l'avance des nappes de mazout qui s'échappent du pétrolier coulé au large de l'île de Sein et dont 25 hommes d'équipage sont portés disparus. Plusieurs marées noires frappent la Bretagne. Des pétroliers s'échouent au cours de tempêtes, ce qui oblige les Bretons, et en particulier les plogophistes, à venir nettoyer leurs plages. Oh là là, moi, nettoyer des plages avec des pelles, ça me fait penser à ça. Je vais ranger la forêt. Des comités anti-marée noire se créent et, après leur travail acharné pour nettoyer la plage, certains comités vont se transformer peu à peu en comités anti-nucléaires. Et ils vont prendre comme slogan « Mazouté aujourd'hui, radioactif demain ». Donc le mouvement anticentral prend de l'ampleur. On a au moins 3 groupes de personnes déjà qui sont concernés. Les habitantes et les habitants de Plogoff qui veulent pas d'une centrale dans leur jardin, les agricultrices et agriculteurs qui veulent pas de pylônes dans leurs champs, et les comités anti-marée noire. Mais il faut convaincre encore, et tout ce petit monde organise une première fête sur la plage qui s'appelle la baie des Trépassés. On est le 13 juillet 1975 et à ce stade, les mots d'ordre de la fête, c'est information et mobilisation. Les luttes comme celle-ci peuvent être hyper longues et après cette première fête, les plogophistes vont attendre 2 ans avant le prochain rebondissement dans ce dossier. Le temps passe et on arrive en octobre et en novembre 1978, date à laquelle le conseil régional et le conseil général doivent se prononcer sur le projet. Ils doivent donner un avis négatif ou avis positif. C'est le moment de se remobiliser, donc les militantes et les militants ressortent les guirlandes des cartons et refont une fête à la baie des Trépassés, pareil avec encore une fois 5000 personnes présentes. Mais ça va très vite être la désillusion totale pour les plogophistes puisque le conseil régional va voter un avis favorable à l'implantation de la centrale en octobre 1978 et le conseil général va lui emboîter le pas juste après en novembre 1978. Et en fait, à partir de ce moment-là, les plogophistes ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes pour empêcher l'implantation de la centrale nucléaire. Et c'est à partir de là qu'ils vont faire preuve d'une grande créativité et d'une grande combativité parce que vous allez voir que ça va chauffer à Plogoff. Avant de pouvoir officiellement lancer la construction de la centrale, la loi oblige l'État à organiser une consultation publique. Il y a donc des questionnaires qui sont déposés en mairie et auxquels les habitantes et les habitants de Plogoff doivent répondre pour donner leur avis sur la centrale. Donc voilà, l'État arrive à Plogoff, dépose les papiers en mairie, le maire les prend, et la suite, c'est ça. Ah ouais, d'accord, bon. Bah, au moins le message il est clair. Regarde chérie, j'ai signé notre contrat de mariage, qu'est-ce que t'en penses, tu signes ? Bref, le message est plutôt clair, mais l'État doit quand même faire son enquête publique. Et du coup, il va trouver une astuce. Il va envoyer des petites camionnettes à Plogoff qu'il va appeler bureau annexe de la mairie, en accrochant des papiers dessus qui disent bureau annexe. Il va les installer à Plogoff et il va les faire ultra bien surveiller par la gendarmerie. Bon, on est clairement sur un processus absurde, mais l'enquête publique pourra se faire, la procédure sera respectée, la centrale pourra s'installer et tout ira bien. Et là, on part sur un changement d'échelle. Ça devient vraiment César contre le village d'irréductibles gaulois. Dès la première nuit, pendant laquelle ces petites camionnettes, qui sont donc des mairies annexes, doivent arriver à Plogoff, les habitantes et les habitants dressent des barricades. Alors pour dresser ces barricades, ils font des gros tas avec tout ce qu'ils trouvent, des carcasses de voitures, des panneaux de signalisation, des tracteurs et même des bouteilles de gaz. Mais les CRS qui accompagnaient ces petites mairies annexes arrivent en force et au bout de quelques heures, ils arrivent à passer le barrage. Sauf qu'à partir de là, la guerre est déclarée. En avant ! Tous les jours, les plogophistes viennent contester l'enquête publique parce que tous les jours, les petites mairies annexes viennent et repartent et les femmes sont particulièrement actives. Il y en a notamment certaines qui observent pour voir s'il n'y a pas des dérapages policiers depuis un quart. Et ensuite, nous manifestons notre hostilité contre la centrale et aussi contre ce déploiement des forces de l'ordre. Les forces du désordre plutôt. Du désordre, oui. C'est plutôt du désordre. Oui. Pourquoi dites-vous cela ? Parce qu'ils mettent de la pagaille partout, ils vont
partout, ils sont dans les quartiers, ils sont dans les rues, dans les villages, ils sont les partout, jardins. partout. Moi, je les appelle maintenant des dorifores. Bon, le clash. Pour elle, les policiers, c'est carrément des dorifores. Oui, bon, je vous l'accorde, les temps ont changé en termes de clash, et j'ai quand même vérifié pour savoir ce que c'était des dorifores. Eh ben, c'est ça. Toujours est-il que ces mairies annexes doivent arriver tous les matins et qu'elles doivent rester ouvertes toute la journée avant de repartir à 5 heures. Donc le but des manifestants, il est simple. Il faut perturber soit l'arrivée, soit le départ des mairies annexes dans le but d'interrompre la consultation publique. Et oui, parce que la loi, elle était très claire sur ce point-là. Si la consultation publique est interrompue, alors tout est à recommencer. Regardez d'ailleurs l'ancien responsable du projet Plogoff chez EDF qui raconte. Si on avait mis un terme à cette enquête publique, ce qui était d'ailleurs du pouvoir du préfet, non pas du mien, eh bien on aurait créé, j'allais dire, un vice de procédure qui aurait mis un terme au projet de centrale. Et par conséquent, malheureusement, c'était impossible. On était devant une situation où la loi obligeait, j'allais dire, à une sorte de rite, de liturgie, à mon avis stupide, mais qui était la liturgie de la République. Alors, les femmes de Plogoff tentent une nouvelle stratégie. Titiller les CRS pour essayer soit de leur donner mauvaise conscience, soit de les ridiculiser. Pourquoi tu fais ça? T'es jeune, à peine plus vieux que mon fils aîné. Tu voudrais pas faire autre chose? Ça te plaît de venir en envahisseur comme ça, tenir ton fusil toute la journée devant des braves gens? Qu'est-ce qu'elle en dit, ta mère? Elle sait que tu fais ça? Et ça marche assez bien. Les CRS, ils sont complètement décontenancés, ils sont pas habitués à ça. Mais sauf que l'État réagit et du coup, il envoie en renfort les gardes mobiles qui rentraient du Tchad. Et à partir de ce moment-là, la dimension coloniale, elle est évidente et peut pas être pire. Et d'ailleurs, regardez ce que raconte un des anciens gardes mobiles qui était en poste à Plogoff. Ici, je ne connais personne. Je n'ai aucune espèce d'affinité, je suis même pas du tout de la région. Mes copains sont gendarmes, ce sont ceux qui sont avec moi. Avec l'arrivée des gardes mobiles qui rentrent du Tchad, la tension monte encore d'un cran. Les gardes mobiles tirent des lacrymos et plusieurs grenades offensives. Alors, les lacrymos et autres LBD, aujourd'hui, dans les mouvements militants de contestation de grands projets, on connaît bien. Par contre, ce qu'on a complètement oublié, c'est la manière dont les gens répliquaient à l'époque. Ouais, des lance-pierres. Voilà, normal, pour tirer des pierres, hein. Même le maire a le sien, c'est normal. Mais bon, pas non plus des énormes pierres. Il tirait quoi comme pierre? On rappelle, pas plus gros qu'un œuf, parce que quand c'est trop lourd, ça fait mal au bras quand même. Alors on prenait des calibre d'un œuf, là, oui. Et ça partait bien, quoi. Eh ben oui, hein, la taille d'un œuf, ça partait bien. Moi, quand j'ai vu ces scènes, elles m'ont paru complètement irréelles, parce qu'aujourd'hui, les militants écolos, ils se font condamner pour avoir décroché un portrait, ou ils prennent de la prison ferme pour avoir jeté de la soupe sur un tableau protégé par une vitre. Alors qu'autrefois, le maire du village tirait au lance-pierre sur la police avec des pierres de la taille d'un œuf, et ça passait. Bien sûr, en face, la violence policière, elle était bien présente, faut pas la minimiser. Mais en voyant les images d'archives, j'ai l'impression que c'était pas forcément pire que ce qu'il y a de nos jours sur la 69 ou sur les contestations contre les bassines. À ma connaissance, il n'y a pas eu par exemple de manifestants dans le coma à Plogoff. Mais bon, le but c'est pas de faire un débat entre est-ce que la violence policière était pire hier ou aujourd'hui, dans les deux cas, c'est terrible. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est que la violence côté militant, elle était plus tolérée à l'époque qu'aujourd'hui. Et des fois, ça partait carrément loin. Regardez. On a fait peur à un gars un jour, là. On l'a amené à la pointe du... Ils l'ont trouvé dans une boîte de nuit, là, un garde mobile. Ils l'ont amené à la pointe du rat, puis ils ont donné une cigarette, c'est ta dernière cigarette et tout. Alors les gars, poète, hein, il était pas heureux, quoi. Eh, poète, oui, bah ça, par exemple, aujourd'hui, ça passerait pas. Dans une lutte comme celle de Plogoff aujourd'hui, je pense qu'une menace de mort comme celle qu'on vient d'entendre dans le témoignage, ça jouerait clairement en défaveur des militants. Mais à l'époque, ça passait, et même le commandant de gendarmerie, il en faisait pas tout un plat. Là encore, ce sont des mœurs, alors, qui n'ont rien à voir avec des mœurs de citoyens républicains et démocrates. Même lui, clairement, il en rigole doucement. Dans cette séquence de plus en plus violente, un épisode aurait pu carrément mal finir. Un soir, un journaliste de Ouest France qui s'appelle Théo Le Duron est en train de débriefer la soirée tranquillement au bar de Plogoff qui s'appelle Chez Céline. Et à ce moment-là, il y a un gars dans le bar qui a déjà bu quelques bières qui s'approche du journaliste et qui lui confie un secret. Il sait que 10 kilos de TNT ont été placés sous l'endroit où viennent se garer les mairies annexes. 10 kilos de TNT, je vous apprends rien, c'est une bombe. Donc le journaliste, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son téléphone portable, enfin il sort pas son téléphone portable parce qu'il n'y a pas de téléphone portable à l'époque, mais bref, il se débrouille, il trouve un téléphone, il appelle le maire de Plogoff et il le prévient.
Et le maire de Plogoff, à son tour, il appelle la gendarmerie qui se rend sur place et qui trouve effectivement 5 à 6 kilos de TNT avec une mèche. Mais à côté de ça, les habitants de Plogoff mettent aussi en place d'autres idées plus créatives et rigolotes. En septembre 1978, les habitants de Plogoff créent un groupement foncier agricole. Son but, c'est de racheter les terres sur lesquelles EDF veut implanter la centrale pour y mettre à la place une bergerie. L'idée se concrétise quelques mois plus tard. À partir de juin 1979, des bénévoles viennent et se relaient pour construire cette bergerie. Pour récolter l'argent pour acheter toutes ces terres, c'est un financement participatif qui est mis en place et peu à peu, comme ça, ce collectif arrive à racheter 14 hectares au milieu de l'endroit où EDF voulait implanter la centrale. Et pour que la bergerie tourne vraiment et que ça soit pas juste un bâtiment vide, les manifestants installent un berger super beau gosse avec sa famille. Depuis très longtemps, je voudrais m'installer comme paysan. Et que j'ai jamais pu le faire faute de moyens. Il faut beaucoup de sous pour s'installer. Une bergerie et un berger super beau gosse, c'est bien, mais dans une bergerie, il faut des moutons. Et du coup, ce que les plogophistes font, c'est qu'ils contactent d'autres bergers qui se trouvent à 1000 km de là, sur une autre lutte qui a lieu en ce moment, et qui est la lutte du Larzac. Je vais pas raconter cette lutte-là aujourd'hui, mais sachez juste que les bergers du Larzac, à ce moment-là, ils se battent contre l'agrandissement d'un camp militaire qui vient grignoter leurs terres. Et les plogophistes vont gagner plus que juste des brebis dans ce rapprochement, puisque la connexion avec la lutte du Larzac va permettre de donner une ampleur nationale à la lutte de Plogoff. D'ailleurs, lors de la prochaine manifestation contre la centrale, qui se passe cette fois à la bergerie du Beau-Gosse, 20 000 personnes sont présentes, soit 4 fois plus que lors des précédentes manifestations. Et quand je vous disais que les plogophistes sont créatifs et créatifs, vous allez voir qu'ils ont eu une autre idée bien saugrenue. En janvier 1980, les gardes mobiles qui surveillent chaque jour l'arrivée des mairies annexes cherchent un endroit où s'installer et y trouvent un ancien bâtiment vide qui est un ancien bâtiment religieux qui s'appelle le Petit Séminaire. Bien sûr, ça n'a pas plu aux plogophistes de voir les gardes mobiles logés si proches de leur village. Et du coup, la question qui se sont posées, c'est comment on pourrait faire pour bien les emmerder ? Et en effet, les plogophistes vont chercher tout le fumier et tout le lisier qu'ils peuvent trouver, ils mélangent ça avec leurs ordures ménagères et ils vont déverser ça devant l'entrée du petit séminaire où sont logés les gardes mobiles. Vous vous souvenez du commandant de gendarmerie de tout à l'heure ? Il a pas kiffé. Mais c'était tellement nauséabond que, effectivement, toute la journée, on était dans des puanteurs épouvantables et EDF, qui avait sans doute un budget publicitaire, avait eu la bonne idée de nous offrir des bonbonnes d'eau de Cologne pour que les choses soient à peu près vivables. Les gendarmes, eux, ils ont pas du tout aimé ces provocations. Ça les a tendus et pendant les prochaines échauffourées, ils ont attrapé quelques plogophistes, ils les ont emmenés avec eux à Quimper pour les faire juger. Dans ces cas-là, il est courant que les manifestants demandent la libération des camarades enfermés. Et ce qui devait arriver arriva, les plogophistes montent à Quimper pour aller libérer leurs camarades. Et bien sûr, encore une fois, ça a chauffé. Et à Quimper, la violence monte encore d'un cran. 2 manifestants perdent un œil, les manifestants décident d'envahir le tribunal, mais la police met tout le monde dehors, avocats, manifestants, tout le monde. Et à la fin de la manifestation, un seul prisonnier est relâché, et il se trouve qu'il est de la famille du juge. Comme par hasard. Oui, comme par hasard, oui. En tout cas, l'avocat des prisonniers fait allusion à cette proximité entre le juge et l'un des prévenus, et le procureur, il n'aime pas du tout cette allusion, il suspend l'avocat pour outrage. Donc le procès est reporté et les détenus restent en prison. Mais la bonne affaire dans cette histoire, c'est que la suspension de l'avocat va énerver tous les autres avocats de France qui se mettent en grève. Et donc, résultat des courses, on commence à avoir plein de gens qui soutiennent cette lutte en plus des plogophistes. Il y a les agriculteurs, souvenez-vous, il y a le maire, maintenant il y a les gens du Larzac en plus, il y a les médecins bretons aussi qui prennent position contre l'usine, il y a bien sûr les écolos antinucléaires, et maintenant en plus donc les avocats qui rentrent dans la danse. Ça fait beaucoup là, non ? Ouais, ça commence à faire beaucoup, et vous verrez qu'à la fin c'est peut-être ça qui fera la différence. Bon, le temps passe, et le dernier jour de l'enquête publique est arrivé, sans que les manifestants aient réussi à interrompre cette enquête. Et une nouvelle grande manifestation est organisée, avec 6000 personnes, et une mise en scène complètement macabre, pareil qui passerait plus du tout aujourd'hui. On voit par exemple les manifestants transporter un cercueil avec un garde mobile dessus et pendre une poupée habillée en garde mobile. N'empêche que voilà, l'enquête publique, elle est arrivée à son terme, donc la procédure a été respectée, et la commission d'enquête qui lit les quelques avis qui ont été déposés dans les mairies annexes finit par donner un avis favorable au projet.
les prisonniers de Quimper finissent par être libérés, et c'est l'occasion d'organiser une nouvelle grande fête à la Pointe du Raz. Oui, ils aimaient bien les fêtes. Et cette fois, les 24 et 25 mai 1980, 150 000 personnes sont présentes. « 150 000, c'est énorme! Ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive plus du tout à faire aujourd'hui, malgré les moyens de communication et de mobilisation qu'on a. À titre de comparaison, la grande manifestation autour de la A69 en avril 2023, elle a réuni 5 000 personnes, et c'était déjà beaucoup. Mais à Plogoff, après cette grande fête, l'euphorie elle retombe un peu. Et là, il va à nouveau s'écouler 2 ans, pendant lesquels le projet il avance en coulisses, et les plogofistes, ils savent plus quoi faire pour l'arrêter. Et ils doivent même faire face à une grande désillusion, parce qu'ils se rendent compte que certains habitants de Plogoff ont vendu leur terrain à EDF en douce. Écoutez l'ancien représentant d'EDF qui raconte ça. Et cela se faisait dans des conditions qui étaient très difficiles, se faisait dans le cadre de négociations de nuit, par l'intermédiaire de quelques notaires, de Pont-Croix ou d'ailleurs. Et comme ça, en grappillant des petits terrains la nuit, EDF réussit à racheter 98% des terrains nécessaires à la construction de l'usine. Et ça, ça passe pas du tout auprès des habitants les plus engagés. Écoutez cet ancien militant qui dit que ça aurait pu mal finir. La tension étant telle sur Plogoff, je pense qu'ils auraient mouillé, comme on dit en bon terme. Parce qu'on aurait pu agir. Comme on disait, il n'y a pas eu de mort, mais peut-être que là, il y a la rue, entre nous. Là. Ah ça, oui. Parce que des gens comme ça, ce sont des traites. La situation, elle est en train de pourrir sur place. Les habitants de Plogoff sont à 2 doigts de s'entretuer parce que les uns ne croient plus à l'abandon du projet et se disent « il vaut mieux vendre mes terres tant qu'il est encore temps », alors que les autres se disent que ces ventes-là, elles peuvent faire basculer le projet en faveur de la centrale. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'avec le recul, on peut dire que à ce moment-là, c'était vraiment pas gagné. Alors certes, les habitantes et les habitants de Plogoff ont réussi à rallier plusieurs groupes à leur cause, à mettre des bâtons dans les roues d'EDF et de l'État, à ralentir les processus, à faire de leur histoire une cause nationale, mais ils ont aussi laissé beaucoup de plumes dans la bataille, et là, ils n'ont plus beaucoup de possibilités de blocage. En fait, les cartes sont jouées. Alors, est-ce que la mobilisation et la résistance des plogofistes a suffi ? Tout va se jouer à un niveau que les plogofistes n'auraient pas pu du tout imaginer au début de cette histoire, c'est l'élection présidentielle de 1981. Si Valéry Giscard d'Estaing est réélu, alors ça sent vraiment pas bon pour les plogofistes et il est probable que la centrale se fera. Mais en revanche, si c'est François Mitterrand, alors on sait pas, il n'a pas encore donné sa position sur la centrale nucléaire de Plogoff. Jusqu'à ce meeting de François Mitterrand en Bretagne, à Brest, en avril 1981. Et que Plogoff ne figure pas et ne figurera pas dans mon plan nucléaire. On peut être sûr que tout Plogoff s'est transformé en comité de soutien à Mitterrand. Bien vu de sa part. En vrai, cette phrase de Mitterrand, ça a été un tournant de cette histoire et elle n'est pas tombée du chapeau. François Mitterrand, il était pro-nucléaire et c'est pas du tout sûr qu'il aurait prononcé une phrase pareille si les plogofistes n'avaient pas réussi à faire de leur sujet un sujet de politique nationale. En résumé, François Mitterrand ne fait que reprendre cette bataille à son compte pour en faire la sienne, ce qui est tant mieux pour les plogofistes qui vont découvrir le 10 mai 1981 ceci. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. Explosion de joie à Plogoff, bien sûr, alors que l'espoir semblait s'envoler, les efforts finissent par porter leurs fruits, à condition quand même que Mitterrand tienne sa promesse. Il n'y aura pas de centrale nucléaire à Plogoff, affirme le ministre de la Mer, M. Le Pinsec. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il n'y aura donc pas de centrale nucléaire à Plogoff. Le ministre de la Mer l'a confirmé. Et ça se confirme, la promesse est tenue. Les plogofistes ont gagné. Plogoff a réussi, il n'y aura pas de centrale nucléaire. On a vu un peu comment ils ont réussi à mobiliser, à rallier à leur cause, à faire monter la pression, jusqu'à convaincre un candidat à l'élection présidentielle. Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, je trouve que cette lutte n'est pas non plus un mode d'emploi pour gagner. L'issue était finalement assez fragile, et si c'est Giscard qui avait été élu, on ne sait pas ce qui se serait passé, la centrale aurait probablement été construite. Il faut voir aussi que malgré tout, sous François Mitterrand, la construction des centrales nucléaires s'est poursuivie. 58 réacteurs ont été construits, et c'est en fait l'application du plan Messmer qu'on a vu au début. Et d'ailleurs, l'employé d'EDF qui était
responsables du projet de Plogoff considèrent carrément que Plogoff, ça a été un bon apprentissage pour EDF et que ça les a aidés pour la suite. Finalement, cela a été une bonne chose qu'elle ne se fasse pas. Pas eu d'effet Plogoff sur le programme nucléaire français. Si, il y a eu un effet qui a été considérable sur les attitudes et la façon de conduire les projets. Mais de ce point de vue, la victoire des antinucléaires, c'est la mienne. Bon, après, je trouve qu'il faut quand même remettre les points sur les i, même si Jean-Michel Fauve aimerait s'approprier la victoire et dire que c'est la sienne. La victoire, c'est clairement celle des plogophistes et de tout leur soutien contre EDF, justement, et l'État. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir quelques actions qui peuvent être mises en place contre un grand projet comme celui de Plogoff, entre manifestations, actions créatives, établissement d'un réseau plus large, persévérance et une bonne dose de chance aussi, la lutte de Plogoff peut faire partie des luttes qui peuvent être prises en exemple. Mais d'autres stratégies ou astuces peuvent aussi exister, notamment on n'a pas du tout parlé de stratégie juridique ou de stratégie de plaidoyer, et tout ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, puisque je lance en fait une série de vidéos où on va décrypter des luttes victorieuses. Bien sûr, pour ne pas rater la prochaine histoire de lutte victorieuse, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et une seconde encore les amis, je voulais vous dire que c'est la toute première vidéo que je publie sur ma chaîne YouTube perso, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sincèrement, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer et aussi ce que vous aimez bien. Et pour celles et ceux qui ont envie, vous pouvez aussi soutenir mon travail par un petit don sur Tipeee, parce que acheter des images d'archives INA, ça coûte quand même 120 € pour 30 secondes d'archives. Sur ce, je vous laisse, je vous mets en description de la vidéo les liens vers l'excellente BD dont j'ai mis quelques extraits dans cette vidéo, et aussi vers les films qui m'ont bien aidé à comprendre cette histoire, Plogoff mon amour et l'affaire Plogoff, que je vous invite bien sûr à regarder.